D'abord, c'est une situation. Alors, vous savez qu'il n'y a pas de constitution en Grande-Bretagne, mais il y a des règles communes appliquées depuis plusieurs siècles et des traditions. Et effectivement, c'est le chef du Parti conservateur qui est automatiquement Premier ministre. Donc l'inverse est vrai également. Quand le Premier ministre n'est plus le chef du Parti conservateur, en principe, il n'est plus Premier ministre. Sauf que ça n'est écrit nulle part et que Boris Johnson ne semble pas décidé à s'en aller. Avec quand même une situation politique absolument invraisemblable, qui n'a rien à voir avec la complexité de la situation française, qui paraît être de l'eau de rose à côté, car imaginez la situation, le cabinet britannique qui est beaucoup plus large que le cabinet français, qui comprend à la fois des ministres, des secrétaires d'État, des sous-secrétaires d'État, et aussi des cabinets parlementaires qui appuient les ministres, mais qui font partie de ce qu'on appelle le gouvernement britannique, donc plus de 100 personnes, 120 personnes, la moitié de ce cabinet de Boris Johnson a démissionné en quelques jours. Pourquoi ? Parce que, au fond, Boris Johnson, il paye ce qu'il est. C'est-à-dire un personnage extraordinairement cultivé, totalement fantasque, amateur de fake news. Il a beaucoup pratiqué les fake news fabriquées par lui-même lorsqu'il était journaliste, car il l'a été, notamment auprès de l'Europe, à Bruxelles, et pour ces démonstrations, il n'hésitait pas à inventer des informations qui n'existent pas, et surtout, menteur patenté. Et ce qu'il paye aujourd'hui, c'est beaucoup plus cette personnalité-là, ces mensonges, que la situation politique, qui par ailleurs est très mauvaise. Ces mensonges, parce que je vous le rappelle, tout a démarré du dévoilement de ce qu'on a appelé les partygates, c'est-à-dire des soirées de fête dans les jardins de Downing Street, le siège du Premier ministre britannique, alors même que Johnson avait demandé et décidé d'un confinement extraordinairement strict où personne ne pouvait se réunir, même en famille, en Grande-Bretagne, et lui faisait des fêtes à Downing Street. Ça a été un premier scandale. Le deuxième qui a beaucoup choqué les Britanniques, c'était également des fêtes, également à Downing Street, et ce, pendant la période de deuil, après la mort du prince Philippe, ce qui alors là a vraiment choqué. Et puis enfin, ce qui a fait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la nomination, il y a 3 jours à peine, d'un ministre dont dès le lendemain matin, on s'est aperçu qu'il était mis en cause dans des affaires de harcèlement sexuel. Or, Johnson a dit immédiatement, je suis désolé, mais je ne le savais pas. Il s'est avéré dès hier qu'il le savait parfaitement au moment où il l'a nommé. Donc, il y a une totale défiance à l'égard du Premier ministre Johnson, qui n'a plus de majorité aux communes, mais dans le même temps, le Parti conservateur n'a pas pour l'instant de chef, et en général, le processus de désignation, congrès, etc., est extrêmement long. C'est pour cela que Johnson pense pouvoir rester. À vrai dire, une bonne partie quand même des conservateurs espère trouver une solution qui lui permette de faire partir Johnson et éventuellement de le remplacer provisoirement. On va nécessairement vers des élections générales en Grande-Bretagne. Moi, je voudrais dire une chose qui est très intéressante, c'est que tout ça s'inscrit sur un fond de décor qui est une crise économique gigantesque en Angleterre, avec une inflation qui est déjà à 9-10%. Je vous rappelle qu'en France, elle est à un peu plus de 5%, en Allemagne à 8%, en Angleterre, elle est à autour de 10%, et avec une récession totale, un chômage galopant, qui sont quand même tout à la fois, d'abord les conséquences du Brexit, mais surtout les conséquences de la crise ukrainienne. Et moi, je tire une première leçon de cette affaire britannique, c'est de la rapporter également à la situation américaine, où le président Biden est en très mauvaise position également. Il pourrait perdre les élections de mi-terme au mois de novembre. Et surtout, on voit qu'il y a aux États-Unis une défiance totale à l'égard de la politique de Biden. J'ai vu passer un sondage qui indique que 88% des Américains considèrent que les États-Unis vont dans la mauvaise direction. Là également, avec inflation galopante,
récession, etc. Donc, on voit bien, alors on va parler de la France, dont la situation politique est compliquée, dont la situation économique est inquiétante. Mais on voit bien que on est en train de traverser une période due en partie à la guerre en Ukraine, et notamment avec la crise économique qu'elle est en train de générer un peu partout dans le monde occidental. On voit bien on parle depuis 30 ou 40 ans, de la nécessité d'une mondialisation, contre laquelle se battent un certain nombre de courants politiques, dont la gauche en France, une partie en tous les cas. Il reste que cette mondialisation, aujourd'hui, elle apparaît comme étant une véritable mondialisation de la crise. Crise politique dans la plupart des grandes nations occidentales, crise économique, et je dirais d'une certaine manière, crise démocratique. Alors on peut revenir à la France si vous le souhaitez, mais on va voir qu'au fond, en France, pour l'instant, au fond, on n'est pas les plus mal lotis. Alors revenons en France, effectivement, avec ce discours de politique générale d'Elisabeth Borne hier. Tout d'abord, comment vous jugez ce discours ? Elle avait annoncé clairement la couleur, elle avait dit que ça serait un discours de méthode, sans envolée lyrique. Est-ce que l'opération efficacité a été réussie ? Oui, je dirais ce qui se dit depuis quelques heures, depuis hier après-midi. La vérité, c'est que d'abord, elle a fait une prestation tout à fait honorable sur le plan parlementaire, ce qui est très difficile, surtout quand on voit comment une partie de l'Assemblée a réagi. Et puis, d'autre part, elle a fait un discours de politique générale, au fond, assez habile. Alors, certains disent, mais elle n'a rien dit pratiquement, pas de vision, pas vraiment de programme. En même temps, c'était dans la logique de ce discours, puisque par définition, si elle avait annoncé toute une série de projets déjà finalisés, bouclés, etc., alors qu'elle n'a cessé de dire qu'elle souhaitait des compromis avec l'Assemblée, au cas par cas, réforme par réforme, on lui aurait reproché effectivement de ne pas avoir du tout tenu compte des élections et du résultat des élections. Donc, la vérité, c'est que c'était un discours politiquement habile, qui a montré son habileté politique et qui permet, en tous les cas, d'ouvrir un champ de négociation avec les groupes parlementaires dans les mois qui viennent, réforme après réforme. Alors, l'après-discours a été marqué par une polémique suite à ces propos donc, de la chef de file des Insoumis, Mathilde Panot, qui qualifie la Première ministre donc, de rescapée, alors que cette dernière venait quelques minutes auparavant de rappeler son histoire personnelle. Est-ce qu'on est dans une véritable maladresse, comme l'a dit d'ailleurs Mathilde Panot, ou dans un outrage on ne peut pas dire qu'il a été finalement très conscient, cet outrage, mais est-ce qu'on va devoir s'habituer à ce genre de choses à l'Assemblée ? Ça démontre une chose, en tous les cas. D'abord, c'est la violence volontaire qu'entend maintenir au sein de l'Assemblée les Insoumis, et une partie sans doute de la NUPES. Je dis bien les Insoumis parce qu'on a vu dès hier d'ailleurs que le comportement n'était pas tout à fait le même entre les Insoumis et puis les écologistes, le Parti socialiste et les députés communistes notamment. Cette violence, elle s'est effectivement traduite notamment par ce propos qui est en soi profondément scandaleux, d'autant plus qu'il venait quelques minutes à peine, quelques dizaines de minutes, après que Elisabeth Borne ait évoqué sa situation personnelle, la situation de son père et le fait qu'il ait été rescapé des camps de la mort et qu'il ne s'en soit jamais remis, au point de se suicider une vingtaine d'années plus tard. Donc effectivement, il y avait quelque chose d'extrêmement choquant. Alors, Mme Panot dit aujourd'hui que c'est une maladresse et qu'effectivement, elle ignorait tout, mais elle ne pouvait pas l'ignorer puisqu'elle venait de l'entendre. Donc ça prouve quoi ? Ça prouve une rigidité politique, mais aussi un choix politique, puisque ce texte avait été écrit avant, son texte avait été écrit avant, elle n'a même pas été capable de le corriger et de gommer ce mot. Donc, nécessairement, là, de deux choses l'une, ayant entendu la Première ministre, ou alors elle ne l'écoutait pas, et ça prouve que les Insoumis protestaient sans même écouter la Première ministre, ou alors elle l'a écoutée, et délibérément,
elle a maintenu ce mot. Donc, quoi qu'il arrive, ça reste profondément un scandale. Mais je voudrais dire quelque chose de plus important et de plus large. On voit bien quand même se dessiner à l'Assemblée une volonté de la part d'une partie de la NUPES, en l'occurrence, encore une fois, des Insoumis, de s'opposer systématiquement pour s'afficher comme le premier vraiment parti d'opposition. Et ça au moment où, au contraire, le Rassemblement national est extrêmement prudent, modéré, voire annonce déjà qu'il voterait un certain nombre de réformes. Je dois dire, et j'ai regardé, et j'ai essayé de retrouver dans mes propres archives, le comportement des oppositions, et en particulier de l'opposition de gauche, communiste et socialiste, depuis le début de la Ve, et en particulier dans les années 60-70, avant l'arrivée au pouvoir de la gauche. Jamais il n'y avait une telle violence de propos. Il y avait des dénonciations extrêmement fortes. Il y avait des formules extrêmement virulentes, de la part notamment de François Mitterrand et de la part des communistes, qui mettaient quasiment dans chaque discours une dénonciation, je le dis sans plaisanter et sans ironie, du capital, du grand capital, je vous rappelle de ces formules, etc. Mais il y avait quelque chose de construit et de respectueux de ce qu'était la politique, le système parlementaire, le président de la République. Aujourd'hui, pour une partie de l'hémicycle, en l'occurrence les Insoumis, il semble que ça ait totalement disparu. Et je pense que, de leur part, à mon avis, c'est une erreur. C'est une erreur politique. On peut tout à fait s'opposer, voire vraiment démontrer que la politique du gouvernement est une politique néfaste pour le peuple, puisqu'ils prétendent défendre le peuple, mais pas avec cette violence a priori, et qui, à mon avis, ne restitue pas ce que pensent et ce que veulent les Français. Et ce qui surtout rend service au Rassemblement national extrêmement calme, qui a donné une image d'opposition, on va dire, totalement à l'inverse de l'agitation de la France insoumise. Oui, mais pour une raison simple. Alors, on l'a vu, je faisais allusion il y a un instant au fait que le Rassemblement national s'apprêtait à voter certains textes. Dès ce matin, sur la radio RTL, Marine Le Pen a clairement dit que, au fond, les mesures qu'allait proposer le gouvernement, ils allaient tenter de les amender, etc., mais que c'était mieux que rien. C'est ça le principe. Et comme c'est mieux que rien, et que donc c'est quand même bon, même si c'est pas suffisamment bon pour des millions et des millions de Français, le Rassemblement national votera les textes proposés sur le pouvoir d'achat qui sont adoptés en ce moment même par le Conseil des ministres. Les Insoumis, on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que en termes d'électorat, une partie, clairement, on l'a vu d'ailleurs aux élections législatives, une partie de l'électorat populaire des Insoumis et de la NUPES est transposable, voire il y a une forme d'osmose entre cet électorat-là et l'électorat populaire du Rassemblement national. Si les Insoumis choquent les Français, y compris les plus modestes, qui n'attendent pas du tout ce type de comportement. Pourquoi se comporterait-il d'ailleurs comme ça? Quand les Insoumis disent « mais on se comporte comme le peuple », mais c'est absolument faux, le peuple ne se comporte pas comme ça. Eh bien cet électorat qui continuera de vouloir, notamment les propositions économiques, de vouloir et de faire et d'espérer qu'un jour seront adoptées les propositions économiques du Front National qui, encore une fois, recouvre celles des Insoumis ou des Insoumis qui recouvrent celles du Front National, eh bien, en effet, vous avez raison, ces voix-là se porteront vers le Front National. Et on peut s'interroger sur une extrême droite qui, effectivement, politique, vraisemblablement, va jouer la mutation vers un parti qui sera un parti de gouvernement, soit, s'il y avait dissolution dans X temps, peut-être que, à la limite, imaginons que c'est eux qui auraient peut-être une majorité relative, certes, mais qui pourrait être la première formation à l'Assemblée, voire en 2027. En tous les cas, il est clair, politiquement,
que le comportement et les choix politiques des Insoumis ne peuvent que gonfler les rangs du Front National.